Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons aller au cinéma, mais pas que, puisque nous allons découvrir les coulisses des effets spéciaux. Et pour ça, pas besoin d'aller à Hollywood, nous allons rester à la Hulpe, chez Peanuts, où ils créent les effets spéciaux. Alexandra et Michel, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez vous. On est chez Peanuts, une société qui fait des effets spéciaux. J'ai l'impression qu'on va rentrer vraiment dans le vrai cinéma. Comment tout a commencé, Michel? Eh bien, on a démarré Peanuts il y a 15 ans. De formation, je suis photographe. Ouais. J'ai fait beaucoup d'animation 3D pendant une dizaine d'années et puis je voulais me lancer. Et donc, on a démarré Peanuts avec la volonté de vraiment faire des effets spéciaux pour le cinéma, la série télé, le documentaire, etc. Alexandra, toi, tu es line producer. Ça veut dire quoi? C'est en charge de la production, donc ça peut aller du contact avec le client, le réalisateur, jusqu'à la livraison des films. Maintenant, mon boulot a plus évolué au fil du temps. Je seconde Michel dans le management. Ok. Quand on parle d'effets spéciaux, on pense évidemment à ces grosses productions américaines où tout est détruit, tout est cassé, il y a des flammes et des accidents dans tous les sens. Mais c'est pas que ça. Non, pas du tout. On fait aussi des effets spéciaux qui peuvent être très simples. Et pour qu'un effet spécial soit réussi, il faut qu'on ne le voit pas. D'accord. Donc ça peut être tout simplement retoucher la colle d'une perruque, exagérer des effets qu'on ne peut pas faire sur le tournage, comme des explosions, des flammes de gunshot, des choses comme ça, effacer des câbles pour des cascades. D'accord. Vous devez avoir une équipe de dingue ici derrière. Oui, tout à fait. On est 100 pour le moment. Donc on a une grosse armée de graphistes et de producteurs pour les encadrer, aussi une équipe technique pour faire en sorte que les outils fonctionnent. Ok. Mais la majorité sont des artistes et c'est ça un peu la clé de la réussite. Depuis le début, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de garder un esprit de famille. Et c'est vrai qu'au départ, on n'était que 10. Aujourd'hui, on est 100 sur 3 sites. Mechelen, Bruxelles et ici. Qu'est-ce qui fait le succès de Peanuts? Je pense que c'est un peu notre agilité. On est très à l'écoute des demandes des réalisateurs, des producteurs. On peut très vite réagir par rapport au nombre de projets qu'on fait. Et puis, on couvre tous les effets spéciaux, avec de la 3D, de la 2D, de la direction artistique. Et quelle est la place de Peanuts sur ce marché des effets spéciaux? En Belgique, on va dire qu'il y a 4-5 sociétés qui se partagent le marché des effets spéciaux. Après, il y a des systèmes qui permettent justement à la Belgique d'être assez concurrentielle, comme le tax shelter. Ah, le fameux tax shelter. On en entend beaucoup parler, du moins dans le milieu. C'est quoi en fin de compte? Pour faire simple, en fait, c'est un investisseur, via un intermédiaire tax shelter, va investir dans le cinéma et cet argent doit être dépensé en Belgique chez des prestataires pour du tournage, pour du son, pour de l'image. Donc ça fait tourner l'économie wallonne aussi et ça crée de l'emploi. Exactement, c'est indispensable au secteur. En plus de ça, il y a des fonds régionaux comme Wallimage en Wallonie, Screen Bruxelles à Bruxelles et Screen Flanders en Flandre. Ces 3 fonds, évidemment, aident aussi le cinéma. Bon, très bien. Et tiens, juste avant de retrouver le portrait de la semaine, Alexandra, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres de Peanuts? Un petit exemple, on a travaillé sur 2880 plans en 2023. Et combien de productions annuelles? Et on travaille sur 50 à 60 productions par an. Ça peut aller de petits projets sur lesquels on a 10, 15 plans à truquer à des projets à 300, 400 plans à truquer. Bonjour Boris. Bonjour David. Alors Boris, tu es directeur artistique ici chez Peanuts. Je voulais savoir, directeur artistique, en quelques mots, c'est quoi d'abord? Alors, c'est essayer de trouver des solutions artistiques à des problèmes qu'on n'a pas spécialement imaginés sur le tournage ou dont on a besoin, comme un générique ou créer des images, des effets bien spécifiques pour une production. Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets? Sur le film Pod Generation, il fallait créer la gestation d'un fœtus de quelques jours à 4-5 mois. Je voulais recréer quelque part la vie à partir d'images un peu réelles, parce que je trouvais ça plus beau en fait, simplement. Et donc, j'ai préféré m'isoler pendant une semaine à chercher avec un microscope électronique des liquides différents en imprimant des petits fœtus en impression 3D. Ça a créé une séquence tout à fait particulière. Et donc, le producteur n'avait pas cette idée, toi tu l'as apporté, Ouais. mais j'imagine que voilà, il faut trouver un accord derrière tout ça. Oui, mais la réalisatrice était assez ouverte à ça et c'est quelque chose qu'on avait senti dans le brief. Un autre exemple, l'équipe d'Angèle, la chanteuse qu'on connaît bien, a eu un problème sur un clip. Tout à fait. Donc, c'était pour le clip La Thune. Il y a la législation française qui ne permettait pas de montrer des armes
à la télévision. Sauf que c'était tourné, Sauf évidemment. que c'était tourné totalement. Et du coup, on a proposé des armes factices en mode cartoon. C'est un travail colossal ou alors c'est très rapide? C'était assez rapide, même si la charge de boulot était assez colossale. Alors je sais que vous avez aussi travaillé avec Stromae. Comment ça s'est passé? Alors, il est venu pour les visuels de sa tournée Racine Carrée, avec des demandes, des inspirations spécifiques. Et on lui a créé sur mesure plus ou moins 1 heure de visuel, que ce soit des dessins animés d'intro, d'outro, ou tous les visuels qui passaient derrière lui, qui étaient projetés sur des tissus en tulle. Enfin, c'était assez extraordinaire. Il y a un vrai côté artistique derrière tout ça, au-delà des effets spéciaux, on est bien d'accord? Totalement. Et plus particulièrement avec Stromae, car c'est quelqu'un qui a une vision totalement particulière. Et il faut se matcher et bosser main dans la main avec lui. Boris, une Ça, dernière c'est question. cool. De quoi tu t'inspires en fin de compte pour continuer à faire ton travail chez Beanote maintenant depuis 15 ans? Alors, le truc, c'est qu'il faut s'inspirer de tout, il faut aiguiser son œil en permanence. Donc, il faut dessiner, il faut aller à des concerts, il faut regarder des films, écouter énormément de musique, beaucoup de musique. Faut être curieux. Ouais, Très bien. vraiment. J'aime beaucoup le style. Merci. Je le redis. Bonjour Jordan. Bonjour David. Alors on va parler des décors. Tu travailles chez Beanote à la réalisation des décors. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, du coup, voilà, moi je suis Digital Make Mentor chez Beanote. Ça va faire 2 ans. Donc moi, ma spécialité, c'est de créer des décors numériques. Par exemple, on a un plan qui a été tourné sur un fond vert ou un fond bleu. Nous, on va remplacer ce fond vert ou ce fond bleu par un décor numérique. Ça peut être tout ce que le réalisateur a envie de demander. D'accord. Au-delà de créer ces décors virtuels, j'imagine qu'il y a un travail de recherche derrière. Alors oui, si par exemple le réel veut un Paris du XVIIIe siècle, nous on va devoir se documenter sur le XVIIIe siècle et voir ce à quoi ressemblait Paris à cette époque-là. Alors j'imagine qu'avec Internet, on trouve pas mal de choses, mais on ne trouve Ouais. pas toujours tout ce qu'on veut. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Alors si on ne trouve pas ce qu'on veut, on essaie de le créer nous-mêmes ou bien on fait appel à la 3D. Et la 3D, c'est où? Et la 3D c'est par là. Merci. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, toi, tu t'occupes de la 3D et tu développes tout ce qui n'existe pas, mais tu ne pars de rien. Exactement. On a une demande client et à partir de cette demande client, on va recréer un objet à partir de zéro. Alors, on a besoin d'exemples concrets. Par exemple, on a une ville qu'on a dû reproduire pour le film Astérix, mais rien n'a été filmé. On a dû repartir de totalement zéro. Donc on a commencé à créer des collines, des maisons. Alors, chaque détail de l'image, c'est toi qui recrée tout ça. Pas que moi, mais Évidemment. toute l'équipe, oui. 3D. D'accord. Le but derrière tout ça, j'imagine que c'est de faciliter aussi la tâche aux réalisateurs, non? Oui, surtout que ça coûte moins cher en fait. Donc Ah bon reproduire une ville antique, ça va être moins cher de la faire en 3D que de commencer à faire une ville entière en décor. Ah ben oui, forcément. Parce que- Donc, il y a un aspect économique très important. Oui, 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 oui. Alors, un autre exemple peut-être? Un autre exemple, ce serait une voiture de collection qu'on doit faire exposer dans un film. Ouais. On va pas la faire exposer en vrai, cette voiture de collection. Ça coûterait beaucoup trop cher. Donc on va faire la voiture en 3D et on la fait exposer en 3D. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte de recréer une voiture En 3D, alors nous, on parle pas vraiment en termes de coût, mais on parle en jour de travail. Ouais. Et reproduire une voiture, ça peut prendre une semaine de travail. Et après, ça dépend à quel point on la voit à l'image. Si on la voit en tout petit sur l'image ou si on la voit très proche, le temps passé dessus va être très différent. Ah bah merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Tristan et Olivier, bonjour. Bonjour David. Ravi de vous rencontrer. L'un est réalisateur, l'autre est supervisor. Alors, superviseur, c'est quoi la fonction? C'est très vaste, mais donc chez Beanote en tant que tel, donc c'est le suivi des prods et s'occuper de tous les graphistes pour tous les plans qu'il peut y avoir sur tous les films. Ici, en l'occurrence, sur l'Argovitch, on a 380 plans à faire sur le film. On a plus d'une vingtaine, voire une trentaine de graphistes qui travaillent. D'accord. Et donc concrètement, c'est quoi et ça commence quand? Ça commence après l'écriture du script, donc vraiment pour lire toutes les séquences qu'Olivier essaie de créer, avec des effets qui peuvent être parfois complexes. Sur base d'un budget, on essaye de définir tout ce qui est faisable. Une fois que tout ça est accepté et qu'on est tous raccord avec ce qu'on va faire, on va au tournage. Je m'assure que tout soit bien filmé et que j'ai tout le matériel qu'il me faut pour pouvoir travailler. Et ensuite, ça arrive ici, on récupère tout le matériel qui a été tourné. Et on fait un petit shake et on met tout ça ensemble. La poudre de et perlimpinpin et on y va, Voilà. c'est ça? Et on sort une image qui plaît à Olivier, la plupart du temps.
Olivier, toi, en tant que réalisateur, là, tu travailles en ce moment sur le prochain Largo Winch, le 3. Ouais. C'est la première fois que tu fais appel à ce genre de structure pour intégrer les effets spéciaux. C'est bien ça? C'est la première fois que je fais un film aussi gros et qui demande autant d'effets spéciaux. D'accord. Qui commence à travailler en premier? Est-ce que c'est toi, oui, sur la c'est base? toujours moi. C'est toujours toi, désolé. Hein, mais Bah, c'est normal. Ensuite, pour la partie créative, tu te bases sur certains de ces plans pour réaliser ou inversement, je sais pas. Non, toute la réalisation, c'est moi qui la décide, artistiquement parlant. Après, je dois gérer aussi des budgets. Et en parlant de budget, de temps en temps, est-ce que tu arrives avec des solutions justement pour que le budget puisse passer? Oui, bah ça, c'est Tout le temps. c'est une grosse partie de mon boulot, depuis la pré-prod jusqu'à la post-prod. Donc, comme je disais, au niveau du script, il y a déjà des propositions qui sont faites à ce moment-là pour faciliter le travail. Pendant le tournage, on est là pour aussi répondre aux questions. Et puis, quand j'arrive en phase, et trouver vraiment des solutions. Et pour rebondir sur l'artistique, mon boulot, c'est de retranscrire la vision d'Olivier dans les images et de fournir une image qui est de qualité et qui plaise à Olivier. Et pour le moment, ça va? T'es convaincu? Super. Allez, super. Tu re-signes à nouveau pour le prochain? Bah oui. Allez, tant mieux, parfait. Merci, on a hâte de découvrir le résultat en tout cas. Merci Bah, à vous moi deux. aussi. Et puis, c'est prévu pour quand? Ça sort le 7 août dans toutes les grandes salles. Eh ben parfait, on sera là. Même les grandes comme celle-ci? Je serai un petit peu plus grande. Merci les gars. Michel, à tes côtés, il y a Stéphanie et Marie-Cécile. Bonjour. On reviendra à vous dans quelques instants. Avant ça, on va parler quand même des effets spéciaux. Est-ce qu'il y a vraiment une limite aux effets spéciaux actuellement? Pas vraiment. Enfin, ce qui reste compliqué pour nous, peut-être en Belgique et même au niveau européen, c'est refaire des personnages complets, réalistes, ce qu'on peut appeler les méta-humains. D'accord. Après, l'IA peut nous aider à ça. Ah oui. De faire du face replacement, des choses pareilles, c'est des choses qu'on fait régulièrement maintenant. Est-ce que tu penses que l'IA va vraiment changer vos métiers? Alors, les changer, je ne pense pas. Nous aider, certainement. Mais ça fait déjà quelques années, en fait, que l'IA est dans les softs qu'on utilise, hein, à différents niveaux. Là, vous continuez à démarcher, j'imagine, et ça, c'est ton rôle, Stéphanie, Oui. que tu allais de festival en festival pour parler de Beanuts. Oui, tout à fait. On démarche quand même pas mal les pays scandinaves, l'Italie, l'Allemagne aussi beaucoup. On vient de terminer une série, Night in Paradise. Et quel est le petit plus que vous proposez? Déjà, il y a un système de tax shelter et un système de fonds régionaux. Nous, on a un bureau dans chaque région et ces fonds régionaux sont cumulables. Donc, c'est un petit plus financier. Et puis après, on essaye de proposer quand même pas mal de choses pour qu'un producteur et un réalisateur s'y retrouvent chez nous. Alors, il y a beaucoup de talent, on l'a bien compris, vous êtes nombreux. Est-ce que vous avez suffisamment de talent? Aujourd'hui, on a suffisamment de talents, mais on est toujours intéressé par des talents qualitatifs. C'est facile de les trouver? Non, c'est difficile de les trouver, mais on y parvient grâce à certains réseaux sociaux et puis en les approchant depuis tout jeune sur les écoles, sur les campus, en semant la graine Beanuts et en s'assurant qu'ils penseront à nous à chaque moment de leur carrière. Alors, Michel, tu le disais, la boîte a 15 ans. Il y a vraiment ce côté familial, même si vous avez commencé à 10 et maintenant vous êtes à 100. Comment tu arrives à garder cette philosophie, on va dire? On essaye justement, avec tous les collaborateurs, de continuer à tisser des liens et à garder ces liens. C'est un peu notre mission, hein, c'est de proposer un environnement aux graphistes et de les accompagner dans le développement de leur qualité, de leur côté artistique. Et puis les valeurs qu'on essaye aussi de porter, hein, l'expertise, l'ambition, l'humilité, la bienveillance entre nous, c'est super important pour nous. En tout cas, merci à vous tous. Ravi de vous avoir rencontrés. Je vous souhaite plein de succès, mais ça devrait aller. Hein. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes, comme on le dit. À bientôt.